Donc, je vous attends chez nous. Bien que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses. On aura Donny Lima sur l'émission. On va découvrir un artiste métis qui fait une partition assez... Il donne en fait de sa personnalité à la communauté. Il donne de son talent à la communauté. Vous allez découvrir, si vous restez connecté avec moi, de qui est-ce qu'il s'agit. Mais avant qu'on ne parle à tous ces invités, là, j'ai envie de partager quelques informations avec vous. Et parmi ces informations-là, pour les amoureux de films, pour les amoureux de cinéma, si vous ne le savez pas, le Festival du film de l'Outaouais a ouvert officiellement ses portes pour la 23e édition le 2 juin, donc hier officiellement. Et ça va s'étendre jusqu'au 10 juin 2022. Je pense que le jeudi ou le mercredi, j'ai eu à parler avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa qui me parlait de plus de 70 films qui seront présentés durant cette période-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller pour regarder juste un seul film, mais ça serait intéressant de vous prendre une passe pour pouvoir avoir accès à plusieurs films en même temps. Et si vous voulez avoir plus d'informations, ça sera au donc OFF Festival, donc OFFestival.com, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à toute la programmation de la 23e édition du Festival du film de l'Outaouais. Deuxième information que j'aimerais partager avec vous, toujours dans le domaine artistique, là on va parler de théâtre. J'ai reçu en début de semaine quelqu'un qui nous venait du théâtre Belvédère, qui a fait quelque chose quelque chose qui n'est pas commun en fait. C'est une promenade théâtrale et musicale en même temps. C'est une pièce de théâtre que vous allez pouvoir vivre de par vous-même à l'extérieur de la salle de théâtre. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande d'apporter avec vous si vous voulez participer à cette expérience-là? C'est juste d'avoir vos écouteurs, d'avoir votre téléphone, d'avoir une bonne bouteille d'eau avec vous et pouvoir participer à une expérience assez unique, moi, je pense. Donc, si vous voulez vous inscrire pour cette activité qui s'appelle Cadence, ce que vous devez faire, c'est aller au www.théâtrebelvédère.com pour pouvoir avoir accès à des billets. L'année précédente, on pouvait juste faire cette expérience-là en solo, mais cette fois-ci, vous pouvez y aller en groupe de 2, de 3, de 4, dépendamment de votre groupe d'amis que vous voulez embarquer dans cette expérience-là. Tout ce que vous avez à faire, encore une fois, c'est de visiter le site web, de savoir comment ça va se passer, de savoir où est-ce que vous devez commencer votre petit parcours, parce que le parcours, je veux le mentionner, le parcours théâtral et musical va se faire au centre-ville de la ville d'Ottawa, donc dans le marché Baye. C'est assez intéressant, donc plus d'informations encore une fois www.théâtrebelvédère.com. Troisième information que j'ai envie de partager avec vous, ça concerne l'auteur Charles-Étienne Ferland. En fait, il est auteur, il est biologiste, il est beaucoup de choses en même temps, mais dernièrement, il porte le chapeau de musicien et pour son nouvel album, son nouvel album qui s'appelle Microcosme, il est venu nous donner la primeur sur l'émission le jour du lancement. Donc, c'est pour ceux qui aiment le piano, pour ceux qui aiment écouter la musique douce, la musique un peu mélancolique. Là, vous êtes invité à aller voir le nouvel album de Charles-Étienne Ferland. Et si vous êtes curieux de savoir, mais c'est qui ce monsieur-là? Son site web, il est accessible à tous, www.charles-étienne-ferland.com. Et pour ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, vous pouvez facilement le retrouver sur Facebook sous Charles-Étienne Ferland ou même sur le YouTube Charles-Étienne Ferland pour pouvoir le découvrir et pourquoi pas le soutenir. On va rester dans la période estivale et puis vous savez que les week-ends Nokia ont déjà débuté depuis 2 semaines, je pense. Pour ceux qui sont amoureux de nature, pour ceux qui aiment les balades en nature, alors les week-ends Nokia ont commencé. Mais en plus des week-ends Nokia que la CCN offre, j'ai entendu dire que pour cette année, il y a des espaces qui seront alloués pour les familles ou pour monsieur, madame, tout le monde. Si vous faites une promenade, que vous avez envie de faire un petit pique-nique, de prendre une pause, la CCN offre cette année des espaces où est-ce que vous pourrez vous poser pour pouvoir profiter du bon temps, profiter du soleil et bien plus encore. Dans le parc de la Gatineau, je pense que pour ceux qui n'ont pas envie de se déplacer en voiture, là, j'ai entendu dire que la navette sera encore disponible cette année, mais seulement à partir de la mi-juillet, si je ne me trompe pas. Mais si vous voulez avoir plus d'informations pour pouvoir
déjà même ce week-end, il y a un beau soleil qui est annoncé. Donc, si vous voulez prévoir votre visite dans les différents parcs de la CCN, vous pouvez visiter leur site web au www.ccn-ncc.gc.ca. Dernière information et non des moindres, j'aimerais ça pour ceux qui aiment soutenir toute forme de cause, vous inviter à visiter le site web de la Croix-Rouge canadienne qui travaille très fort en ce moment pour apporter un soutien à l'Ukraine. Donc, si vous êtes intéressé à faire un don, peu importe le montant, vous pouvez aller au www.croixrouge.ca. On va revenir à notre émission d'aujourd'hui et comme je vous le disais, on va parler avec notre expert techno, Donny Lima, qui a une belle liste de gadgets à nous présenter. Et juste après la pause, j'aurai la chance de parler avec Brad Lafortune, qui est un artiste métis qui offre des ateliers assez intéressants. On se parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je m'entretiens avec Pat Miller, styliste personnel pour hommes, investisseur immobilier. On parlerait de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le mois de juin, on célèbre le mois de l'histoire de la culture autochtone, de l'histoire autochtone. Et avec moi, Brad Lafortune, qui va nous parler un peu de sa culture à lui, parce que c'est un métis de la communauté de Sudbury. Et puis, tout de suite en allant, quand on parle de métissage te concernant, c'est quoi ton métissage à toi? Alors moi, je suis métis originaire de Sudbury, mais mes ancêtres viennent de la région de Tonaha, qui est de l'intérieur de la Colombie-Britannique. J'ai une question pour toi concernant le métissage. Qu'est-ce que ça représente pour toi personnellement? Pour moi, le métissage, vraiment, c'est une culture unique et distincte, propre au Canada, qui vraiment fait une grosse partie de l'histoire du Canada. Je crois que sans la culture métisse, le Canada serait très différent. Et les Métis étant un des groupes autochtones ou indigènes du Canada parmi les Premières Nations et les Inuits, c'est une culture unique, distincte, spéciale, qui a beaucoup de joie, de danse, de musique, d'art. Et je crois que c'est vraiment spécial. Et puis, il y a quelque chose qui me vient en tête tout de suite quand on parle de métissage. C'est toujours, par exemple, une culture et une autre culture qui se mettent ensemble. Ça peut être même deux races différentes qui se mettent ensemble. La personne qui naît de ce métissage-là, souvent, ne sait pas exactement où est-ce que je dois me positionner, de gauche, de droite. Donc, finalement, on est un peu perdu. Quel a été, toi, ton parcours pour pouvoir accepter et, je veux dire, rentrer pleinement dans ce métissage-là et puis l'embrasser? Oui, et je crois que c'est un super bon point parce que je pense aussi pour les personnes métisses du Canada, il y a passé un temps, surtout dans les 70, dans les 80, où la culture métisse a été plus ou moins négligée. Il y a beaucoup de personnes que, afin de pas être soumis au racisme et à l'harcèlement, ils ont décidé de pas discuter de leurs ancêtres
Première Nation et au lieu de juste s'identifier comme étant soit français ou anglophone ou quoi que ce soit. Alors, je crois que, surtout maintenant, dans une culture où on vit, où c'est plus acceptable, c'est vraiment même célébré d'être Première Nation, d'être Inuit, d'être métis. C'est vraiment... c'est de bon temps pour beaucoup de personnes d'être capables de encore promouvoir leur culture et de reconnaître leurs ancêtres et leur histoire personnelle. J'ai pu lire un peu, Brad, sur ton parcours et puis je me rends compte que tu fais beaucoup de choses pour faire connaître ta culture, pour faire connaître exactement qui tu es, ton essence même, en fait, de ton appartenance là. Et puis, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que, comme tu viens de le mentionner, là, de plus en plus, on parle de laisser la place à la culture autochtone. Les gens essaient d'en savoir un peu plus et de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent la parole. C'est plus maintenant les anciens, mais c'est plutôt les jeunes qui prennent le chapeau pour défendre cette culture-là. Puis moi, je trouve que c'est extraordinaire. Oui, je pense que vraiment, c'est comme on est à une place dans notre culture et dans notre société où il y a comme une renaissance de la culture autochtone et de la fierté autochtone et indigène au Canada. Alors, j'adore être capable de partager ma culture à travers de la danse et de l'histoire et la culture elle-même, et de voir autres personnes aussi faire ces efforts pour reconnaître notre culture dans la société. Définitivement. Tu es physiothérapeute, Brad, mais tu es aussi artiste. Et j'ai envie de savoir comment tu allies ces deux passions-là. Parce que j'ai l'impression que ton côté artistique, il prime beaucoup. Oui, alors je suis physiothérapeute en tant que professionnel. Alors j'ai fait mon bac, suivi par ma maîtrise, tout ici à Ottawa. Mais tout au long de ma carrière, disons, écolière, j'ai décidé quand même de continuer à partager ma culture, de faire la danse, de faire des spectacles, des performances, tout ceci à travers, parce que pour moi, être capable de promouvoir ma culture, de la faire reconnaître, d'éduquer les gens, ça a toujours été très important pour moi et je crois que pour moi, c'est ma responsabilité dans ma culture, c'est surtout comme danseur, c'est d'être un agent de promotion, de promouvoir la culture métisse. Et quand tu en parles là, de la danse, c'est parce que tu en fais des ateliers. Mais avant de parler de ces ateliers-là, je veux savoir comment toi, tu as été, comme on le dit, mordu par la danse. Comment tu as aimé cette affaire-là? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est un oncle, une tante qui t'a donné le goût de découvrir ça? Oui, alors pour moi, c'était surtout à travers de ma famille. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé bouger, j'avais toujours eu beaucoup d'énergie comme enfant. Alors mes parents ont décidé de utiliser cette énergie pour du bien. Alors ils m'ont dit, bon, on va essayer de faire la danse. Alors c'est là où j'ai commencé à apprendre vers l'âge de 8 ans de promouvoir ma culture et de connaître plus à propos de ma culture à travers de la danse. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la gigue, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce type de danse-là? Oui, alors la gigue, c'est la danse traditionnelle du peuple métis qui date des années 1700. Vraiment, tout comme la culture métisse canadienne elle-même, la gigue, c'est un mélange de la danse écossaise et irlandaise de l'Europe, ainsi que la danse powwow, qui est la danse traditionnelle des Premières Nations. Alors, c'est un mélange avec des influences de chaque culture. On bouge rapidement, c'est tous les mouvements des pieds, il y a beaucoup de coordination, c'est toute haute énergie, beaucoup de plaisir, très amusant et c'est vraiment ça la gigue. C'est quelque chose, comme tu dis, là, c'est tellement énergique, c'est amusant. On a du fun quand on fait des ateliers avec toi parce que j'ai pu lire quelque part dans un de tes commentaires que toi, ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien, c'est qu'après un atelier avec des jeunes, tu les vois dans la cour en train de danser ou bien en train d'essayer qu'est-ce que tu leur as montré. Et pour toi, c'est important. Oui, j'adore voir ma culture qui se fait apprécier par tout le monde, peu importe que tu sois métis, Première Nation, haute culture, peu importe, la danse et la gigue surtout, c'était une danse pour tout le monde. C'était la danse juste pour faire bouger, pour faire monter les esprits, pour s'amuser. Alors de pouvoir faire ça maintenant, 300 ou 400 ans plus tard, après la conception de la danse, je crois que c'est incroyable de voir. Et je pense que la collaboration avec Masque, parce que tu es ici en tant qu'artiste qui travaille avec Masque, ça a été quelque chose comme un cadeau pour toi parce que ça te permet de pouvoir parler à un plus grand public. Oui, immense. Même, surtout avec les 2 dernières années, avec la COVID et la pandémie,
On n'était pas certain comment c'était pour être, mais vraiment avec l'utilisation de l'ordinateur et des ateliers Zoom ou Google Meet et tout ça, j'ai pu faire des ateliers au Yukon, territoire du Nord-Ouest, l'Alberta. Alors vraiment, et pouvoir de partager la culture métisse tout à travers du pays, c'était vraiment une opportunité incroyable. Et quand tu parles de partage, là, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent à la sortie d'un de tes ateliers? Que ce soit des jeunes, parce que tu l'offres à des jeunes, mais aussi à des personnes aînées ou peu importe leur âge. Oui, peu importe leur âge, pour moi, qu'est-ce que j'aime que tout le monde retient de mes ateliers, c'est juste un petit peu à propos de la culture métisse. Comment la culture a été conçue, qui sont les métisses et à quoi a l'air la culture métisse, que ce soit la ceinture fléchée, le langage, le métchif, la danse, la gigue elle-même. À travers des ateliers, j'aime surtout parler de ces différents éléments de la culture métisse et que tout le monde sorte avec un élément de la culture métisse, je me sens accompli. Définitivement. Merci beaucoup, Brad. Écoute, on va te souhaiter bon succès pour ta collaboration avec Masque. Et puis, pour les gens qui veulent avoir accès à toi, ils iront visiter le site web. Je te souhaite un excellent week-end. Merci à vous aussi. Alors, pour autres à la maison, pour avoir accès à l'artiste Brad Lafortune, vous pouvez visiter le www.masqueonline.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, pour leur dernière participation de la saison, l'Université Saint-Paul nous envoie la rectrice, Mme Chantal Beauvais, avec qui il me fera plaisir de parler juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de toutes les nouveautés de l'Université Saint-Paul et avec moi la rectrice, Mme Chantal Beauvais, avec qui j'ai toujours le plaisir de parler. Mme Beauvais, aujourd'hui, on a 3 gros sujets qu'on veut partager avec la communauté. Et le premier sujet, là, c'est une innovation. On parle du lancement du nouvel Institut de leadership transformatif. Première question pour vous, à l'Université Saint-Paul, quand on parle de leadership transformatif, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Leadership transformatif, c'est la prémisse qu'avant de changer le monde, là, il faut d'abord se changer soi-même. Donc, il y a une qualité de présence à avoir dans le monde quand on veut participer à l'édification d'un monde meilleur. Bien, il faut d'abord travailler sur soi-même pour être un meilleur outil de leadership. Donc, c'est ce qu'on entend par leadership transformatif. Ça a été très bien bâti parce que la réponse me rappelle la réponse d'un de vos collègues professeurs de ce programme-là qui est venu m'en parler ici à l'émission et c'est la même définition qu'il avait et vous le faites pas seulement pour vous, mais pour la communauté, ce programme-là. Exactement. Donc, l'Institut, c'est une façon de rejoindre les gens de la communauté
les gestionnaires, qui soient dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé. On peut aussi rejoindre les diplômés du programme pour de la formation continue. Donc, on est prêt à offrir certains éléments du programme qui existent déjà ou dialoguer avec les groupes pour dire, ben nous autres, on a tel besoin, est-ce que vous êtes capable d'offrir une formation à partir de ça? Donc, on est prêt à s'ajuster aussi aux besoins de la communauté. C'est pour ça que j'ai parlé de la communauté, parce que je voulais aussi savoir pour tous les cours ou toutes les formations qui sont incluses dans ce programme-là, savoir si vous avez discuté, vous avez fait des consultations publiques pour savoir de quoi est-ce que les organismes communautaires en particulier avaient besoin. Oui, donc ça fait quelques années qu'on cherche à mieux savoir les besoins de la communauté. Et puis, la communauté qu'on dessert en particulier, c'est la communauté à des organismes sans but lucratif. Les gens qui travaillent auprès des communautés, disons, des personnes plus démunies. Souvent, ces organismes communautaires n'ont pas beaucoup de ressources, n'ont pas beaucoup d'opportunités de formation parce que souvent, les formations coûtent très cher. Donc, on est allé chercher les besoins de ce côté-là. Et souvent, les gens des communautés, ce qu'ils nous demandent, c'est de travailler sur l'intelligence émotionnelle, de travailler sur la résolution des conflits, travailler sur l'éthique, les dimensions éthiques du changement. Donc, disons que c'est pas des formations axées sur l'acquisition d'une compétence comme faire la comptabilité de fin d'année ou aller chercher des fonds. C'est plus de la formation axée sur la transformation des personnes. Et puis sur l'humain, je devrais dire, j'aime bien ce que vous avez mentionné tantôt là, parce qu'avec la pandémie, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis les organismes communautaires ont vu qu'ils avaient quelque part quelques lacunes. Et puis beaucoup de personnes ont commencé à dire que dans la société actuelle, il faudrait plus regarder le quotient intellectuel, mais le quotient où est-ce qu'on peut s'adapter facilement, dépendamment des situations qu'on vit. Exactement. Puis ça touche aussi un peu au changement de paradigme que nous devons accepter de vivre. Donc, justement, la pandémie nous a permis de voir, par exemple, que notre relation avec les aînés était complètement dysfonctionnelle, qu'il fallait revoir cette relation-là pour mieux protéger nos aînés, mieux les inclure dans nos projets de société. Donc, il faut qu'on pense autrement à propos des aînés. Il faut qu'on pense autrement notre rapport auprès des communautés plus vulnérables. Donc, ça demande vraiment de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture du cœur pour changer ces paradigmes-là, parce que c'est des paradigmes qui sont très, très, on va dire, incrustés dans notre culture. Donc, le leadership transformatif, ça passe par une certaine, je vais utiliser un mot qui est religieux, mais qui peut aussi être interprété de façon plus générale, mais qui demande une certaine conversion du regard. Donc, c'est pour ça que ça demande du travail, parce qu'on abandonne difficilement nos points de vue, nos préjugés, nos théories, parce qu'on se sent à l'aise avec elles, on connaît ça, on se sent compétent. Mais là, c'est des nouveaux paradigmes que nous devons embrasser. Puis ça crée un petit peu d'insécurité parce que là, on sait ce qu'on laisse derrière soi, mais on ne sait pas nécessairement ce qui s'en vient. Donc, ça demande un petit peu de créativité, de confiance aussi en l'avenir, un avenir qu'on essaye de bâtir collectivement. Donc, c'est ça, la pandémie, vraiment, c'est un exemple de situation qui appelle le leadership transformatif. On pense aussi au changement climatique. On pense à, est-ce qu'on pourrait dire, toutes les injustices économiques, par exemple, qu'il y a dans notre société. On pense aux personnes en situation d'itinérance. Toutes ces situations-là, il faut les regarder dans un cadre plus large, puis essayer de trouver pas juste le symptôme, mais la cause de toutes ces injustices et de ces situations souffrantes.
Et les valeurs... Donc, le leadership transformatif, c'est de faire cette réflexion-là aussi. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, quand je regarde les valeurs, empathie, égalité, diversion, inclusion, ce sont les bases même de ce leadership transformatif. Là, j'adore. Je vais vous garder avec moi, Madame Beauvais. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on va continuer de parler des beaux projets de l'Université Saint-Paul. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Mme Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul. Avant la pause, on parlait de l'Institut de leadership transformatif, un beau programme qui est offert à la communauté. Et là, maintenant, on va parler d'une autre bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous avez reçu un prêt du gouvernement pour votre espace gig. Est-ce qu'on pourrait parler de ce prêt-là et à quoi est-ce que ça va vous servir? Premièrement, merci de souligner ça. C'est un très grand événement dans notre historique comme institution. Puis la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un prêt, c'est une subvention. Donc, on n'a pas à remettre les sous à la fin. C'est la première fois dans l'histoire de l'Université Saint-Paul qu'on reçoit des subventions pour la modernisation des infrastructures. Donc, pour nous, c'était une très grande nouvelle. Comme vous le savez, l'Université Saint-Paul a des infrastructures vieillissantes. Le pavillon GIG, c'est un pavillon qui date des années 50. Donc, il y avait vraiment besoin d'amour et on essaie de transformer les espaces de l'université pour favoriser la collaboration. Donc, la collaboration entre les étudiants et les professeurs, mais aussi d'accueillir la communauté dans nos locaux, parce qu'on le sait que la communauté francophone dispose de moins d'infrastructures pour tenir ses activités. Alors, nous, on ouvre nos infrastructures à la communauté francophone et ça crée de beaux lieux pour, par exemple, avoir un événement théâtral ou avoir des journées d'études ou une activité culturelle. Donc, on a reçu 6,8 millions de dollars pour la modernisation du pavillon et nous avions reçu déjà aussi 1 million de dollars pour la réfection de l'auditorium de 300 places. Ouais. Donc, on est très heureux. Alors, dites-moi un peu, quand on parle de modernisation là, de cet espace-là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas tout démolir, on va peut-être mettre un peu de couleur. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, c'est ça. Donc, l'espace tel que conçu dans les années 50, là, c'était vraiment une résidence. C'était une résidence pour les Pères Oblats avec quelques salles de classe. Alors, de plus en plus qu'on accueille des nouvelles communautés, qu'on accueille des étudiants, il faut que ces espaces-là soient mieux conçus pour l'enseignement et la recherche. Donc, on va transformer beaucoup d'espaces en salles de collaboration. On va moderniser les salles de classe. On va moderniser, là, ça va peut-être faire rire les auditeurs, mais on va moderniser les salles de bain qui ont l'air des salles de bain de camp d'été, là, pour le moment. Donc, ça va faire du bien. On va rafraîchir l'espace. On démolit pas. La qualité des infrastructures est encore excellente. Il s'agit juste de remanier le tout pour que ça soit plus accueillant, plus convivial, puis aussi que ça convienne mieux pour un espace universitaire. Et puis, autre chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est que tout ce que vous allez faire comme modernisation là sera fait dans le but aussi de réduire l'empreinte énergétique, parce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Oui, tout à fait, parce que les bâtiments ont été conçus à une autre époque. Et puis, je vous donne un exemple. Là, actuellement, quand il fait chaud, il faut installer des unités d'air climatisées dans tous les bureaux, dans toutes les salles de classe. C'est pas très écologique. Et puis, en plus, ça crée d'autres problèmes. Ça émet comment est-ce qu'on appelle ça, des émissions de polluantes. gaz à effet, oui. Donc, nous autres, en refaisant toute la ventilation mécanique, en fait, on améliore la qualité de l'air, on améliore aussi notre empreinte écologique parce que on établit ces équipements-là selon les dernières normes. En tout cas, très beau projet et puis félicitations, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et troisième bonne nouvelle, aujourd'hui c'est que des bonnes nouvelles avec l'Université Saint-Paul, c'est que vous avez un beau partenariat avec le Réseau national de navigation des nouveaux arrivants. Une question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi ce réseau et pourquoi vous êtes allé collaborer avec eux? Bon, bonne question. Alors, le réseau a été conçu pour faciliter l'entrée des pays arrivants, en particulier faciliter leur compréhension des institutions, des établissements de santé. Le premier but, c'était ça. Donc, comment on s'est ramassé dans ce réseau-là, c'est qu'on a fait un partenariat avec l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario. Ils sont venus nous chercher pour offrir des formations sur immigration et éthique, ensuite des formations en résolution de conflits, en innovation sociale. Donc, des formations qui s'adressent principalement aux employés qui transigent avec la communauté des nouveaux arrivants. Donc, ça peut être des infirmières, des travailleurs sociaux, des gens qui accueillent les premiers arrivants dans les institutions elles-mêmes, les médecins. Donc, le but, c'est de créer vraiment toute une communauté à travers le Canada qui est mieux outillée pour accueillir les nouveaux arrivants dans les institutions, en particulier pour les institutions de santé. On est en train de plancher aussi sur d'autres formations, par exemple antiracisme, pour également outiller les gens de ce réseau. Là, quand on parle du réseau, là, c'est tous les établissements hospitaliers du Canada, francophones et anglophones. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. On a eu l'année passée nos premiers diplômés du programme, parce que c'est un programme qui est offert en collaboration avec CHIO et l'Université Saint-Paul. Notre collaboration à nous, c'est qu'on offre les formations, puis on offre aussi un diplôme à ceux et celles qui souhaitent le recevoir. C'est un très beau projet parce que j'ai vu que, en plus d'offrir ce programme-là, vous permettez à ces étudiants qui vont aller étudier dans ce programme de faire des stages, mais pas n'importe où, là, des stages où est-ce qu'ils travaillent eux-mêmes. Comme ça leur permet de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et puis, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Exactement. Donc, pour les étudiants qui sont déjà des employés dans les réseaux hospitaliers, on ne voulait pas leur ajouter du travail. Ils sont déjà à l'emploi, donc prendre leur contexte de travail comme champ de recherche. Ça, c'est très naturel, puis ça les aide aussi, ça leur donne des outils. Puis pour les étudiants, je veux dire des étudiants réguliers, qui ne travaillent pas dans le milieu hospitalier, mais sont des étudiants de Saint-Paul, par exemple, qui sont intéressés par ce programme-là. Ça les introduit dans une communauté de pratique. Ça les met dans on pourrait dire, dans un environnement de classe qui est très différent, avec des professionnels de la santé. Et qui sait, ça peut leur donner le goût aussi de s'impliquer dans le milieu de la santé. Donc, c'est bon pour tout le monde. Et la flexibilité aussi, vous avez pensé à ça. Je trouve intéressant qu'on puisse donner seulement 10 à 12 heures par semaine. C'est pratiquement rien si on est bien organisé. En tout cas, si on est bien organisé. Oui, c'est ça. Donc, c'est très exigeant tout de même. Alors, les gens qui suivent ces formations-là, c'est des gens très motivés puis très engagés auprès de leur communauté. Mais oui, on a essayé d'introduire de la flexibilité parce que ces gens-là travaillent. Donc, on a essayé de faire en sorte que les cours à distance soient disponibles en mode synchrone et asynchrone
pour leur permettre d'aller chercher les contenus au moment qui leur conviendrait le mieux. C'est pas toujours entre 8h et 4h que ça leur convient le mieux. Et donc, on a travaillé ensemble très étroitement avec l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario pour vraiment comprendre les besoins des participants et participantes. Et puis, on est allé aussi loin qu'on a pu, disons, pour adapter nos programmes à ce type de clientèle. Merci beaucoup, Madame Beauvais, d'avoir accepté de parler avec nous ce matin. Et puis, merci à l'Université Saint-Paul d'être restée avec nous toute la saison. Et puis, on espère vous revoir sur l'émission la saison prochaine. C'est moi qui vous remercie. Toujours un plaisir. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes les informations dont je viens de parler avec la rectrice de l'Université Saint-Paul, le site web, c'est le www.ustpaul.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre expert techno, Denis Lima. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix, guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Bateau le cigare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant technologie avec Denis Lima. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Et parmi ces choses, on parlera de voitures. Puis je pense que c'est la première fois que tu nous parles d'une voiture. Oui, effectivement. Puis la raison pourquoi je me suis dit pourquoi pas une voiture, c'est que il y a un petit côté nostalgique à cette voiture-là particulièrement, mais il y a aussi un côté technologique. Donc je me suis dit c'était intéressant. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont probablement être intéressés par ça. La voiture, mais c'est la fameuse voiture de la trilogie Retour vers le futur, la fameuse DeLorean. Donc, pour ceux qui se rappellent de la DeLorean dans les années 80, c'était un véhicule qui était unique, vraiment, parce que, premièrement, le véhicule entier était fait en acier inoxydable et avait les portes qui s'ouvraient sur le dessus. Donc, il a été rendu très populaire à cause justement du film. Donc, ça, c'était une des raisons pourquoi on le voyait beaucoup. Mais maintenant, ils font un retour. Donc, ils font un retour, je ne sais pas si on peut dire un jeu de mots, un retour vers le futur, mais ils reviennent avec le véhicule. Sauf que, bon, la différence ici, comme sur les images qu'on peut voir, c'est des courbes beaucoup plus arrondies, beaucoup plus définies. Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est que ça va être un véhicule électrique et il va garder toujours les fameuses portes qui ouvrent vers le dessus, un petit peu comme des ailes d'un avion. Donc, c'est vraiment, je pense, beaucoup de personnes vont être intéressées. Les personnes qui sont nostalgiques de la voiture, nostalgiques des films, je pense que ça va être très intéressant. Puis, en plus, ça va être
un véhicule électrique, comme on sait de plus en plus dans les prochaines années. On va voir les véhicules à essence disparaître, de nouveaux véhicules électriques vont apparaître. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. S'il y a des personnes qui sont intéressées à se procurer ce véhicule, peuvent aller sur le site de DeLorean et s'inscrire à leur lettre leur lettre là, qu'ils vont partager avec leurs abonnés. Lorsque la voiture sera disponible, vous pourrez la réserver. Pour ce qui est du prix, mais pour l'instant, on a peu d'idées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais si on compare avec la DeLorean des années 80, on peut s'attendre à un véhicule qui va être facilement au-dessus, je dirais, là, puis là, je suis conservateur avec mes estimés, mais je dirais au-dessus de 100 000 là, facilement. Là. Je me dis pareil parce que on pourrait voir que ça ressemble à une voiture de collection parce que j'imagine mal des gens comme utiliser ça, tout le monde qui ouvre la portière par le haut. Oui, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis parce que l'original, la DeLorean des années 80, c'est pas une très bonne voiture en tant que telle. Là. La mécanique, la tenue de route, la conduite, c'était pas très très bien, mais c'est un véhicule de collection, comme tu as dit, parce qu'il y en a très peu qui ont été faits. Puis l'aspect nostalgique, le lien avec le film. Donc, il y a beaucoup de monde qui cherche cette voiture-là pour la collectionner. Alors, comme Denis l'a dit, pour les gens qui veulent être à l'affût de quand ça va sortir, les prix, vous pouvez aller visiter leur site web et puis venir nous donner des informations. On va parler d'un deuxième sujet. Et puis, je trouve intéressant qu'on parle de ce gadget-là parce qu'en début d'émission, je parlais des gens qui allaient faire du camping, par exemple, dans le parc de la Gatineau, ce genre d'affaires-là. Et je pense que tu as quelque chose pour eux. Oui, effectivement, ben ça m'a fait penser au camping, étant donné l'été est à nos portes, ou l'été est presque là, ce qu'on était. Donc, officiellement, c'est pas là, c'est le 21 juin, mais il est à nos portes, donc il est très, très proche. C'est une veste, en fait. C'est une veste qui va absorber la lumière. Donc, c'est une veste avec des propriétés phosphorescentes. Et un petit peu comme on voit des fois avec des articles ou des jouets phosphorescents, il va absorber la lumière. Dans l'exemple qu'on voit ici à l'écran, on pourrait même prendre une lampe de poche, que ce soit une lampe de poche ou même la lampe de poche de notre téléphone cellulaire, et on pourrait dessiner ou écrire sur notre veste, et ça va devenir, ça va briller un peu comme une veste phosphorescente. Et ce qui est intéressant, c'est que si on laisse la veste au soleil, elle va absorber la lumière des rayons du soleil. Et là, c'est toute la veste qui va s'illuminer. Ce ne sera pas juste où est-ce que je vais avoir dessiné avec la lampe de poche, mais toute la veste va être en surbrillance. Donc ça va être intéressant pour justement les personnes qui font du jogging, la marche le soir en camping, donc pour être demeuré visible. Et puis je pensais, on est loin de là encore un petit peu, mais pour l'Halloween aussi, hein, les jeunes qui aiment passer l'Halloween, ça pourrait être très sécuritaire parce que on les verrait là, de très très loin et c'est très très brillant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la lumière, une fois qu'elle a été absorbée par la veste, elle va demeurer visible pour environ 12 heures. Wow. Donc, on a amplement de temps de l'utiliser pendant toute la nuit. OK. J'avais pas compris le concept quand j'ai vu la vidéo. Je pensais que la veste venait avec, tu sais, la lampe qui pouvoir écrire dessus, alors qu'on peut utiliser n'importe quoi, même le téléphone. N'importe quel. Même ton téléphone cellulaire, tu pourrais prendre la lampe de poche de ton téléphone cellulaire puis t'amuser à faire des zigzags sur ta veste et ta veste va s'illuminer où est-ce que la lumière a passé. Souvent, quand tu nous parles des affaires, là, je me dis comment quelqu'un peut imaginer ce genre de truc-là. L'imagination, la technologie, là, ça va de pair. C'est incroyable. Est-ce que tu aurais, peut-être pas le prix, mais une fourchette de prix pour ce produit-là? Oui, en fait, c'est un produit, je ne l'ai pas essayé personnellement, mais selon mes recherches, ça semble être un produit de qualité. C'est-à-dire, c'est un produit qui va être imperméable, mais qui va aussi respirer. Donc, lorsqu'on a chaud, lorsqu'on transpire, va respirer, va être résistant à l'eau et tout ça. Donc, c'est aux alentours là, de 500 $ US. Donc, c'est assez dispendieux, mais c'est une veste de qualité. Fait que si on compare avec des vestes qu'on achèterait, exemple, dans un magasin de randonnée ou de plein air, souvent les vestes de qualité comme ça, qui ont des propriétés de respirer, c'est ça, c'est dans ces prix-là environ là, que ça va être. Peut-être un peu plus cher à cause de la technologie qui est dedans. Mais ça peut servir certainement à certaines personnes. Surtout, moi je pense surtout en ville, c'est moins pire parce qu'on est quand même assez bien éclairé en général en ville.
mais surtout quand on est un petit peu plus éloigné, où est-ce qu'il y a moins d'éclairage, en campagne, en vacances, donc ça peut être intéressant d'être capable d'être visible de loin là, pour des raisons de sécurité, évidemment. Pour les amoureux de nature, là, je suis sûre que tu as piqué leur curiosité. Où est-ce qu'on peut se procurer cette veste-là? Oui, donc la veste, le nom de la veste, c'est le Solar Charger Jacket. Donc, le nom est en anglais seulement parce que la compagnie est américaine. La compagnie, c'est Volleyback, donc V-O-L-L-E-B-A-K. Donc, on peut aller sur le site de Volleyback et on peut aller se la commander directement. Dans mes petites recherches que j'ai faites, il y avait une veste, mais il y avait aussi d'autres équipements qui avaient des mêmes propriétés. Là. Donc, je pense qu'il y avait un petit capuchon, quelque chose comme ça. Donc, il y a d'autres articles de vêtements qui ont les mêmes propriétés que cette veste-là. Intéressant. Écoute, Denis, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause. Puis juste après, on va continuer de découvrir les technologies que tu nous rapportes aujourd'hui. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Déplacés, réfugiés, elle peine à continuer, délaissés, oubliés par le monde entier. Toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister. Atterré, abaissé par un sort méconnaissable, égaré, effacé par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre expert techno Denis Lima. Et cette fois-ci, on va parler des artistes. Je veux, avant que tu parles de ça, là, dire qu'on ne veut pas frustrer quelqu'un, aucun artiste qu'on veut frustrer. Mais quand je regardais ce que tu vas donner comme information, je me suis dit, OK, je fais la même affaire que tout le monde. Oui, effectivement. Puis c'est ça qui a attiré mon attention sur ce petit reportage là, qui a été fait par Bloomberg, ou une enquête en fait qui a été faite par Bloomberg. Donc, comme tu le dis, souvent il y a beaucoup de frustration des artistes parce qu'en termes de rémunération, ce qu'ils reçoivent de Spotify, c'est des fractions de sous là. Donc, c'est vraiment pas énorme. Et dans leur enquête, ils ont découvert que certains sites qui font des podcasts, sur ces podcasts-là, en fait, qu'est-ce qu'ils produisent? C'est pas de la musique, c'est pas des entrevues ou des conversations ou des discussions, c'est simplement ce qu'on appelle du bruit blanc. Donc, ce qu'on appelle des bruits de fond, comme la pluie, une tempête de pluie, des vagues, des bruits sonores comme ça, qui en général sont soit pour se détendre ou pour dormir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser les bruits blancs pour dormir. Et suite à l'enquête qu'ils ont fait, qui était vraiment intéressante, c'est que certains de ces producteurs de bruits blancs font jusqu'à 18 000 $ par mois pour leur bruit blanc. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu de production là-dedans parce que il y a quand même une certaine qualité. Là, c'est pas quelqu'un qui enregistre ça dans son garde-robe. Là. Il y a on voit qu'il y a une qualité de son, il y a une qualité sonore, il n'y a pas de coupure dans le son et tout ça. C'est quand même bien fait, mais
C'est juste ça, il n'y a rien d'autre. Et puis, si on compare avec qu'est-ce que les artistes ont en revenus, j'ai sorti quelques chiffres là, de 2020, donc ça, c'est des chiffres qui sont disponibles sur Spotify. Donc, on a 184 500 artistes, on fait à peine 100 $ par mois. C'est vraiment la majorité. Une petite portion, donc 42 000, un petit peu plus de 42 000 artistes, eux, ont fait environ 4 000 $ par mois. Encore moins, 7 000, eux, font environ 8 000 par mois, ce qui est quand même raisonnable là, comme paiement. Et seulement 870 ont fait on fait des sommes en fait faramineuses de plus d'1 million par année. Là. Ça, on parle des grosses vedettes, là, les Beyoncé, les Jay-Z et compagnie. Mais c'est quand même intéressant de voir que ces fameux podcasts-là qui ne font que du bruit blanc sont dans la braquette élevée de ceux qui font beaucoup d'argent avec Spotify. Et encore plus surprenant, souvent, ces podcasts-là, comme on sait, là, dans Spotify, souvent, on va avoir les top meilleurs podcasts ou les top meilleures chansons pop ou les top machin trucs. Donc, dans ce cas-ci, souvent, ces fameux podcasts-là de bruit blanc sont dans les tops aussi. Et une des raisons pour ça, c'est que souvent, c'est des épisodes qui vont durer comme 12 heures, parce que c'est pour dormir la plupart du temps. Étant donné que c'est pour 12 heures, ben ça joue en continu pendant toute la nuit. Donc, ça aide à augmenter, en fait, le nombre d'heures d'écoute et la quantité et la répétition. C'est un petit peu ce qui arrivait il y a quelques années dans YouTube avec les vidéos pour enfants. Donc, les parents, des fois, donnaient une tablette à leur enfant, ils mettaient une vidéo pour enfants qu'ils aimaient. Et puis là, ben, les enfants, ils écoutaient une vidéo après l'autre parce que toutes les vidéos vont se suivre oui. Et il va en avoir qui vont être. Et là, ça va augmenter le nombre de vues et de lectures de chaque vidéo, ce qui fait en sorte que, en termes de revenus, ces personnes-là ont probablement fait plus de revenus que d'autres personnes qui ont fait du contenu beaucoup plus approfondi, qui ont mis beaucoup d'argent et d'énergie dessus. Donc, c'est un petit peu ce qui arrive avec Spotify. Je veux dire, ça fait partie de ce qu'est la machine Spotify, mais c'est quand même intéressant de voir que si on est capable d'être assez, je ne vais pas dire manipulateur, mais disons assez intelligent pour jouer avec le système, on peut aller faire des sous avec Spotify. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et puis en plus, ça m'a fait penser, quand j'ai vu l'info, je me suis dit peut-être que la pandémie a accentué je vais dire, c'est ça, parce que même quand tu pars sur YouTube, là, tu vas juste mettre musique de relaxation, tu vas voir qu'il y a 2000 personnes qui sont connectées en train d'écouter. Je suis comme, c'est quoi ça? C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette info-là. J'espère que les artistes en prendront de la graine. Et puis, on va terminer avec un dernier gadget qui me plaît. On parle de lunettes de soleil, mais pas des lunettes de soleil comme on a l'habitude de les voir. Non, effectivement, ils ressemblent beaucoup aux lunettes de soleil originales de Ray-Ban, mais ce sont des lunettes de soleil intelligentes. Donc, on a déjà les montres, on a toutes sortes de choses, des bracelets, et on a maintenant aussi des lunettes intelligentes. Donc, les lunettes intelligentes de Ray-Ban vont nous permettre de prendre des photos avec un petit clic. Donc, il y a un petit bouton sur la lunette où est-ce qu'on va pouvoir cliquer et prendre des photos et même prendre des vidéos. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir notre téléphone de sa poche. On peut être en vacances dans un musée ou à l'extérieur, puis éviter de sortir son téléphone tout le temps. On peut juste prendre une petite photo ou une vidéo. Les lunettes sont disponibles en différents modèles avec différentes verres. On peut même en faire avec une prescription si on a besoin d'une prescription. Et il y a même une application qui vient avec les lunettes qui vont nous permettre de directement télécharger nos photos sur Facebook. Donc, on n'est pas obligé de les manipuler avant. On peut les envoyer directement sur notre Facebook à partir de l'application. Et puis ça, c'est, encore une fois, dans une fourchette qui est quand même... normalement, les technologies de ces prix-là, c'est assez élevé. C'est entre 350 et 500 $, dépendant des modèles et du style qu'on veut. Ce qui est quand même, c'est des bonnes lunettes de soleil, souvent ça va être 100 $ et plus, mais en plus avec la technologie. Et en plus, on peut aussi écouter de la musique et faire des appels. Donc, sans avoir enlevé nos lunettes, il y a un petit haut-parleur qui est directement sur
les bras de lunettes qui vont nous permettre justement d'écouter de la musique ou de faire des appels avec les lunettes sans avoir à les enlever. On devient tout de suite là des agents 007 parce que tu es dans un plein événement. Là, c'est vraiment souvent, c'est gênant de sortir ton téléphone. Oh, est-ce que tu peux me prendre une photo? Mais si on a les lunettes, là, juste cliquer dessus et puis, intéressant. Et puis, est-ce que tu sais si on doit le recharger parce qu'à l'utiliser comme ça? Oui, très bonne question. Donc oui, il faut le recharger. En fait, c'est l'étui qui sert de chargeur. Donc on branche l'étui à une prise de courant normale et quand on place les lunettes dans l'étui va recharger les lunettes. En termes d'utilisation, ben, ça va dépendre de combien de photos est-ce qu'on prend, puis combien de vidéos est-ce qu'on prend, mais on peut facilement passer la journée avec les lunettes sans problème. Puis, bon, c'est des lunettes de soleil en bout de ligne, donc même s'il n'y a plus de batterie, on peut quand même s'en servir comme lunettes de soleil. Ils vont continuer à fonctionner quand même. Merci beaucoup, Denis. Merci d'être resté avec nous toute la saison. On espère te revoir à la saison prochaine en studio. Absolument. Parfait. Bon week-end. Bon week-end. Alors, voilà toutes les suggestions de notre expert techno, Denis Lima. Nous, on va prendre une pause et on va se parler juste après la pause parce que j'ai quelques informations à partager avec vous concernant ce week-end et même plus encore. On se voit juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Petit détail sur la cathédrale. Le Peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec l'avocate Jessica Hull du cabinet JH Services juridiques d'Orléans. Alors, prenez des notes, nous parlerons testament, procuration, pourquoi le faire et pourquoi ne pas attendre. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le mois de juin est le mois de l'histoire autochtone, pardon. Et en début d'émission, on a parlé avec Brad Lafortune, un artiste métissé qui offre de très beaux ateliers. Alors, avec l'organisme Masque, si vous voulez avoir accès à lui, www.masqueonline.ca, c'est le site web à visiter. Le mois de juin, c'est aussi le mois de la fierté. Il y a beaucoup d'activités qui se passent ici dans la région en rapport avec ce mois de la fierté. Là, et on va avoir quelqu'un qui nous en parlera avec plus de détails la semaine prochaine. Comme j'ai dit, j'avais quelques informations à vous partager. Parmi ces informations-là, n'oubliez pas que le Festival du film de l'Outaouais est en cours en ce moment. Pour avoir plus d'informations sur la programmation, www.offestival.com. Il y a aussi la promenade théâtrale et musicale intitulée Cadence, présentée par le Théâtre Belvédère. Si vous voulez avoir plus d'informations, www.théâtrebelvédère.com, c'est là que vous pourrez vous prendre vos billets. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h et j'aurai la chance de parler avec l'autrice Michèle Vinet, qui est finaliste nominée au prix Trillium. Et je vais aussi m'entretenir avec Madame Jacinthe Desaunier à propos de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. On se voit lundi à partir de 11h. Bon week-end. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Vous regardez TV Rogers.